Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania African, présentée par votre humble serviteur Basile Téné. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du système de pensée francophone. Et cela revient à la question globale de savoir comment est-ce que les francophones à travers la planète réfléchissent. Est-ce qu'ils réfléchissent toujours de la même façon? Si vous avez une réponse, suivez cette vidéo jusqu'au bout pour tirer des indices ou pour en rajouter dans les commentaires. Si vous n'avez aucune idée, suivez également cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre comment est-ce que les francophones à travers la planète réfléchissent. Et si vous ne savez rien, et si vous croyez qu'ils réfléchissent de la même façon, suivez également jusqu'au bout pour comprendre les différentes façons dont ils réfléchissent, comment ils réfléchissent. Et si vous êtes très intéressé, n'oubliez pas de partager, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de vous abonner au départ, de vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on soit plus nombreux à partager nos idées et à nous comprendre davantage afin d'établir les ponts et les dialogues entre les francophones. Donc c'est ça également l'objet de cette plateforme, établir les ponts entre les francophones, ensuite des francophones vers les autres. Et sur ce, nous allons commencer dans un instant. Installez-vous confortablement et à tout à l'heure. L'empereur Charles Quint a dit un jour: je parle français à mes diplomates, italien à mes maîtresses, espagnol à Dieu et allemand pour faire avancer mon cheval. Beaucoup de chercheurs issus de disciplines variées, tels que linguistes, psychologues, neurologues, se concordent à dire que notre façon de parler influence sur notre façon de penser et de percevoir la réalité. Ça s'appelle l'hypothèse de la relativité linguistique. C'est fascinant, ça veut dire que notre rapport avec les objets, les gens, nos pensées, notre façon de percevoir le monde sont structurés par notre langage. Et ceci dès les premiers mots qu'on entend. Bonjour mon petit trou du cul, c'est papa qui te parle. Évidemment, on peut toujours envisager l'hypothèse inverse, que c'est le langage qui reflète la façon de penser d'un peuple, ou les deux qui s'influencent mutuellement. Dans tous les cas, certaines langues seraient mieux adaptées que d'autres dans certains domaines. Prenons en exemple ces quelques langues. Les Russes possèdent deux noms différents pour désigner ce qu'on appelle communément la couleur bleue. Et ça les rend plus rapides que d'autres pour distinguer les différentes nuances de bleu. Cet exemple peut vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, car leur zone du cerveau qui traite les couleurs étant plus sollicitée depuis l'enfance, leur vision des couleurs est plus affûtée. Le monde s'en trouve forcément changé. Des travaux expérimentaux montrent aussi que le langage a une influence sur la perception des émotions. Prenons l'exemple des Portugais, qui ont beaucoup de mots pour décrire les émotions, bien souvent intraduisibles. Comme par exemple la saudade, qui décrit une émotion pour laquelle il me faudrait plusieurs minutes pour vous l'expliquer en français. Ils ont même un style musical, le fado, qu'ils aiment écouter dans le but de provoquer cette émotion, jusqu'en pleurer parfois, et ils aiment ça. Les Italiens utilisent très souvent la duplication des mots, comme en français, vite vite, allez allez, mais en bien plus étendu. En plus d'avoir plein d'adverbes de degrés dans leur langage, ils utilisent aussi le superlatif absolu. Bellissima, velocissimo. De plus, l'intensité du ton apporte une dimension émotive. Bella, bella, andiamo. En jaugeant l'intensité et l'émotion, on comprend pourquoi les Italiens sont des gens qui sont loin d'être froids. De plus, l'utilisation des gestes apporte une dimension théâtrale. Tout est spectaculaire en italiano et le romantisme, c'est beaucoup plus facile. Contrairement à l'italien, le japonais a peu de mots pour exprimer les désirs ou les préférences personnelles. Il n'est pas courant de poser des questions directes à quelqu'un sur ce qu'il souhaite, à l'exception de la famille ou des amis intimes. Si vous posez une question directe à un japonais, sur un lieu de rendez-vous par exemple, il restera évasif sur ce qui lui convient le mieux. Ça m'est égal, n'importe où, tout me convient. Bref, en japonais, c'est inconvenant de dire directement ce qu'on veut. A l'inverse, en anglais, il y a une multitude de mots qui ne demandent qu'à être choisis pour exprimer librement ses préférences et qui attendent que les autres en fassent autant. De plus, le vouvoiement n'existe pas, ce qui simplifie encore plus l'échange. Dans une question, un anglophone donnera librement son avis s'il veut ou pas que vous fassiez quelque chose. Can you do that for me? Les anglo-saxons sont plus nuancés que les anglo-américains, toujours dans l'idéal de liberté individuelle, mais aussi en reconnaissant l'autonomie personnelle de l'autre. A contrario, une employée de banque allemande ne vous dira pas « Est-ce que vous pouvez citer ici, s'il vous plaît ?» mais plutôt Sie müssen hier unterschreiben. à la limite, elle dira Unterschreiben Sie bitte. le terme müssen, qui veut dire devoir, est très fréquent dans la langue allemande, beaucoup plus fréquent que dans la langue française. Le français, c'est une très belle langue, mais très complexe, avec des conjugaisons à n'en plus finir, et en plus, il faut très bien articuler, sans compter les sons comme le E ou le U, qui n'existent qu'en français. C'est une langue très difficile car elle est très riche,
Elle permet également de paraphraser facilement. Une fois que vous maîtrisez un peu le français, vous pouvez vous faire comprendre très facilement. C'est sûrement pour ça qu'elle est parfaite pour la diplomatie ou la poésie par exemple. Pour se faire endormir par nos chers élus quoi. The problem with French is that they don't have a word for entrepreneur. Quel con celui-là. Un exemple de l'espagnol cette fois-ci. Prenons la façon dont nous jugeons la culpabilité de quelqu'un. Imaginons que je provoque un petit accident sans le faire exprès. Si vous pensez en français, vous êtes en train de vous dire « il a cassé l'assiette ». Mais en espagnol, le langage courant utilisera une forme plutôt passive qui ne fera pas référence directement au coupable. Mon auditoire espagnol se dira donc plutôt « Se rompió el plato. ». Des expériences à ce sujet ont d'ailleurs été menées par des sociologues qui ont constaté que les hispanophones avaient plus de mal à se souvenir des responsables. C'est pareil pour le japonais d'ailleurs. Ça explique peut-être pourquoi ils sont moins rancuniers que les Français. Il existe environ 7000 langues vivantes à l'heure actuelle, et donc autant de manières de penser. Imaginez-vous vivre parmi la tribu des Pirains en Amazonie qui n'ont que 3 mots pour compter. Imaginez-vous vivre parmi les aborigènes de Pampurao en Australie, dont la langue locale ne permet pas de dire gauche ou droite. Pour se repérer, ils n'utilisent que les directions cardinales, nord, sud, est, ouest. Si vous posez une fourchette à côté d'une assiette devant eux sur une table, et que vous demandez où se trouve la fourchette par rapport à l'assiette, ils vous répondront quelque chose comme « elle est au sud-est, elle est au nord-est », suivant l'orientation de la table, par rapport aux points cardinaux. Ça impose en permanence de savoir où est le nord, mais apparemment ils n'ont pas de problème avec ça. Imaginez-vous vivre chez les Aymara, dans les Andes, où le passé se situe devant et l'avenir derrière. Bon, c'est pas si bête, sachant qu'on peut voir le passé, mais pas l'avenir. Par contre, en mandarin, où le passé est au-dessus et l'avenir en dessous, j'ai pas trouvé d'explication. Comme je le disais tantôt, bienvenue à cette chaîne Azania African. Comment est-ce que les francophones à travers la planète réfléchissent-ils? Quel est leur système de pensée? Vous savez déjà que peut-être ils parlent de façon très différenciée à travers la planète, à travers les différents espaces géographiques. Tout au long de l'histoire, les accents ou les vocabulaires ont varié. Ça se comprend. Mais nous, pour mieux comprendre davantage cela, il était important qu'on revienne sur les systèmes de pensée. Qu'est-ce que nous entendons par les systèmes de pensée? Parce que nous avons déjà au départ, hier, posté une vidéo sur les systèmes de pensée des Français et des francophones en Europe. Mais j'ai reçu des coups de fil me disant « qu'est-ce que tu entends par des systèmes de pensée ?» Et cela me pousse donc à revenir aujourd'hui cette vidéo pour dire ce que j'entends par les systèmes de pensée. J'entends par système de pensée la façon dont un individu communique avec lui-même, élabore sa façon de réfléchir. Comment est-ce qu'il a étudié, comment est-ce qu'il communique avec lui-même, comment est-ce qu'il entend les choses, comment est-ce qu'il perçoit. Et quand le soi avec lui-même, quand la réflexion avec lui-même est établie, il établit ensuite une communication avec les autres. Comment est-ce qu'un francophone établit la communication avec les autres? Est-ce que ce qu'un francophone dit, un autre francophone le perçoit de la même façon? C'est ça donc une communication, les dialogues. Et ce dialogue peut être verbal, il peut être écrit. Et comment est-ce que donc les francophones interagissent entre eux? Est-ce qu'il y a une différente façon d'approcher la communication entre eux? Est-ce qu'il y a une différente façon de parler entre eux? Bien évidemment, nous allons voir que ces différentes façons de communiquer entre francophones varient en fonction des vocabulaires. Il y a des vocabulaires qui sont particuliers à certains espaces géographiques et qui ne sont pas aussi importants, qui sont désuets dans d'autres espaces géographiques. Donc, c'est ce que nous entendons par les systèmes de pensée. Comment est-ce qu'ils comptent? Pour être plus pragmatique, si je prends le cas en Afrique, comment est-ce qu'ils comptent? Si je prends le cas des Burundais, vous allez comprendre qu'ils comptent souvent en utilisant les 90, les 70. Et ça, c'est lié à la façon dont ils ont appris le français. Et le français du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo viennent du français de la Belgique. Et c'est la Belgique qui l'a inculqué cela. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par élaborer les systèmes, chercher à comprendre les systèmes de pensée des pays européens, les francophones d'Europe, qui ont colonisé ensuite le reste de la planète. Donc, nous avons mis en place le système français, nous avons vu le système belge, le système luxembourgeois, le système suisse roman et le système monégasque.
c'est vrai que les systèmes qui n'ont pas trop participé à la colonisation ne seront pas tellement pris en compte parce qu'ils n'ont pas un impact au-delà de leurs frontières. Mais pour les systèmes français, belges et suisses, nous connaissons la raison pour laquelle les Suisses, on peut avoir ils sont au moins connus pour leur système bancaire très efficace à travers la planète. Cela a un impact sur la planète, même s'ils n'ont pas participé activement à la colonisation, mais au moins, ils sont dans tous les financements. Donc, voilà ce qui est important de comprendre. Donc, je me résume en disant que j'entends par le système de pensée la façon dont un individu réfléchit par rapport à lui-même, la façon dont il interagit avec lui-même et de lui-même avec les autres. Comment est-ce qu'il communique avec les autres? Comment est-ce qu'il établit un dialogue avec les autres? Quels sont les vocabulaires qu'il utilise? Est-ce que sa syntaxe est toujours la même avec l'autre? Et comment est-ce qu'il communique avec un ensemble, soit de façon verbale, soit de façon écrite, soit au niveau populaire, soit au niveau académique? Comment est-ce que les différentes façons de penser, de communiquer se font entre les francophones d'abord? Les Français, les Belges et les Suisses, pour ne prendre que ceux-là d'abord en Europe. En ce qui concerne les Français, comment est-ce que les Français communiquent? Vous savez que la langue française, entre les Français eux-mêmes, et c'est ça, c'est très intéressant de voir comment est-ce que pendant la campagne électorale, les Français communiquent entre eux. Ils ont souvent ce mot qui revient, ils appellent leur propre langue la langue de bois. Donc c'est une langue qui dit une chose et dit son contraire en même temps. Et on pourrait comprendre ça comme le mensonge. Donc d'avoir la façon de communiquer des Français entre eux. Ils connaissent comme eux-mêmes, ils ont la langue de bois. Ça c'est une langue, ça c'est une façon de communiquer entre eux que les autres francophones ne maîtrisent pas tellement. Ils savent comment, de quoi est-ce qu'il est question, mais qu'ils n'utilisent pas moins. Les francophones d'Afrique vont considérer, pour comprendre effectivement ce qu'on appelle la langue de bois, le plus simple, c'est de dire que c'est le fait de mentir. Il ne faut pas chercher de midi à 14, c'est le fait de mentir. Dire une chose et son contraire en même temps. Voilà ce qu'on entend par la langue de bois. Et vous trouvez cela bien présent dans la langue, dans les campagnes politiques. On dit une chose et on dit son contraire en même temps, dans la même formulation au même moment. Ça, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Et cette dialectique-là, cette rhétorique, on la connaît très bien, qui est propre aux Français. C'est pour ça que leur langue hors de la France est considérée comme la langue de la politique. Parce que c'est toujours après avoir exécuté ce qu'ils n'ont pas dit que vous comprenez la raison pour laquelle est-ce qu'ils disaient cela auparavant. Et c'est un homme politique français disait bien, la vérité n'engage que ceux qui croient. Voilà par exemple des formulations qui sont propres au système français. Ça veut dire la langue de faux ou des tournures de langage qui leur sont propres. Mais quand on passe à la phase d'opérationnalisation, on se rend compte que ce n'est pas tout ce qu'ils avaient dit. Donc, le système de pensée français est un système qui est très apte à la rhétorique, qui est très apte, c'est une langue de bois qui est très apte à dire une chose et son contraire. Or, ce n'est pas le cas avec les autres francophones. Nous allons nous arrêter là pour le cas de la France. Ce n'est pas le cas avec les autres francophones, par exemple les Belges. Nous disons tantôt que les Belges ont une façon de communiquer d'abord dans leur langage. Quand ils comptent, ils utilisent les 70, les 90 et on vous dira que c'est un vieux français qu'ils ont hérité. Et ensuite, leur façon de penser est plus proche les Français de Belgique. Ils sont plus influencés par le système flamand. Surtout que beaucoup d'entre eux peuvent bien parler le flamand. Et le flamand est une langue qui est plus proche du néerlandais. Et le néerlandais est une langue anglo-saxonne, est une langue saxonne qui est plus basée sur le système de pensée allemand. Donc on va dire de façon directe que les Français de Belgique, les francophones de Belgique, parlent dans un système de pensée allemand, même s'il faut que ça transite par le flamand, le néerlandais, avant de retrouver le système de pensée allemand, parce que l'Allemagne ou l'allemand est la langue la plus parlée en Europe, et ce qui fait que leur système de pensée également est le plus répandu. Tous les voisins sont bien influencés par cette façon de penser. Et cette langue également influence tous les autres pays voisins de l'Allemagne. Nous avons également pris le cas de la Suisse romande. En Suisse, on parle le français à Genève, par exemple.
Mais la façon de penser des Helvétiques, des Français de Suisse, se fondait sur une façon, sur un système de pensée. La façon de penser, de parler est fondée sur un système de pensée qui est plus proche de l'allemand. Et je vous ai pris un exemple, comme par exemple les cas concrets. Par exemple, en Géodésie, leur propre système métrique est légèrement différent de celui, est différent, même pas légèrement différent de celui des Français. Leur système cadastral, leurs expressions qu'ils utilisent, la façon de faire des calculs, c'est carrément différent. Mais ce système de calcul, on le retrouve plus dans le système allemand. Donc, voilà les exemples qu'on peut prendre pour illustrer la façon dont les systèmes de pensée des francophones. Donc, nous avons pris dans la 3K le système de pensée des Français de France, le système de pensée des francophones de Belgique, les Wallons, et le système de pensée des Suisses romands, des Helvétiques, des Suisses de Genève, qui sont les 3 cas les plus répandus qu'on peut comprendre. Ce n'est pas seulement ces 3 pays qui parlent le français en Europe. On a des cas comme Monaco qui parle le français, on a des cas comme Luxembourg qui parle le français, mais leur façon de penser n'a pas excellé leurs frontières, même s'ils se rattachent plus aussi, même si le cas du Luxembourg, des Luxembourgeois se rattache plus au cas allemand, mais voilà les cas pareils. Dans les autres pays, le français est peut-être une langue minoritaire, par exemple comme en Roumanie, par exemple dans les autres pays de l'Europe de l'Est, le français, ou peut-être même en Russie, le français est une langue seconde, donc ce n'est pas la langue première, donc on va dire qu'il y a aussi des francophones là-bas, mais ce sont des minorités. Nous avons pris là les 3 exemples de cas où en Europe le français est assis sur une façon de penser, une façon de s'exprimer, où quelqu'un de tradition en tradition peut reconnaître que oui, ma famille a été francophone depuis des générations. Sur ce, je vous remercie. Je pense que vous avez bien compris ce qu'on entend par système de pensée. C'est en comprenant maintenant le système de pensée des francophones qu'on va l'appliquer au cas européen. Et je vais revenir sur notre vidéo sur le système de pensée des cas européens. Et pour qu'on puisse comprendre comment cela, ils ont exporté ces systèmes de pensée à travers la planète, notamment en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et dans l'océan Indien. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous prie de me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Cela nous permettra de mieux étouffer les prochaines éditions. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de la partager massivement et puis surtout de nous faire des suggestions sur la qualité et la position pour nous encourager. Merci et je vous dis à très bientôt.